l'atelier de l'Atlas. Et donc voici les intitulés qui sont énoncés dans cette rencontre. Pourquoi un atlas des paysages parisiens, donc la Convention du Conseil de l'Europe sur le paysage et un paysage urbain. Et j'ai ajouté peut-être le mot unique. Effectivement, Paris, ce n'est pas n'importe quel paysage, c'est un paysage exceptionnel, extraordinaire, qui a une singularité propre et des recettes qui pourraient être trouvées pour d'autres territoires, d'autres paysages, ne s'appliquent pas en fait à Paris. Il faut que le paysage vienne des racines et de l'histoire de la ville. Alors ce petit clin d'œil de la Tour Eiffel, c'est parce que Paris a une valeur certes pour ses habitants, mais que l'on soit dans tous les lieux de la planète, Paris est un symbole. Et Paris fait rêver de nombreuses personnes dans le monde entier qui rêvent un jour de venir à Paris. Et lorsqu'ils viennent à Paris, ce n'est pas pour voir le paysage que l'on retrouve un peu partout, c'est pour voir un paysage unique, un paysage extraordinaire, qui a une très longue histoire, qui a été façonné au cours des siècles, qui a une silhouette, une morphologie particulière, qui a une architecture particulière, un urbanisme unique, des parcs, des jardins et une ambiance, c'est difficile de parler de ces choses-là, mais une atmosphère, on peut dire, spécifique. Et donc, il faut tenir compte dans tous les projets d'Atlas de la ville de Paris de toutes ces valeurs, on peut appeler cela des valeurs, en tenant compte de la dimension à la fois historique et de la dimension géographique. Alors, pour parler des paysages de Paris, juste un petit rappel, il y a quelques années, il y avait eu les ateliers de Cergy qui avaient parlé du paysage du Grand Paris. Et à l'époque, on rêvait peut-être de se remémorer et de prendre soin de paysages qui ont fait rêver des artistes, des peintres dans le passé et qui pourraient peut-être faire l'objet de plus de soins et de plus d'attention. Effectivement, les paysages de Paris symbolisent pour de nombreuses personnes dans le monde des paysages très délicats, très sophistiqués, et il faudrait en tenir compte. Par ailleurs, il y a eu ensuite, quelques années après, une rencontre qui s'est tenue, organisée par Madame Kahn, qui était à la préfecture de l'urbanisme, avec Monsieur Sébastien Georgis, qui a permis de redonner une impulsion à ces travaux. Et je vous remercie de poursuivre ce travail. Et c'est en quelque sorte, on peut dire, un rêve qui se réalise à présent. Alors, je peux vous dire que ce matin, j'étais dans un hôtel à Paris et je suis tombée sur 2 livres, l'un de Gustave Doré et de Émile de la Bédotière, qui s'intitulait sur les arrondissements de Paris, histoire des 20 arrondissements de Paris. Et je me disais, mais c'est l'atlas de paysage qui a été fait déjà, en quelque sorte. Alors attendez l'année, je crois que j'ai noté l'année quelque part. Et un autre ouvrage qui s'intitule « Paris dans sa splendeur, monuments, vues et scènes historiques ». Alors je crois que l'atlas du paysage de Paris doit se fonder sur toute cette richesse et cette mémoire du territoire. Et toutes les associations de quartiers qui traitent de l'histoire de Paris doivent être partie prenante dans cette démarche. Alors pour vous parler de cette convention, il y a, vous le savez, 47 États membres. En ce moment, vous savez qu'il y a une guerre dramatique qui se déroule en Europe. C'est un petit peu un rêve de civilisation qui est en train je n'ose pas utiliser le mot briser, mais c'est très dramatique. Et l'idée, c'est de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme, la prééminence du droit, mais également de chercher des solutions à nos grands problèmes de société. Effectivement, l'idée, c'était que la guerre était derrière nous et que nous pouvions cheminer ensemble vers une civilisation meilleure, une civilisation plus avancée, progresser vers quelque chose de mieux et traiter ensemble de ces thématiques importantes que sont les thématiques de l'environnement, de la culture, du patrimoine culturel,
trouver une réponse au problème de l'aménagement du territoire à l'échelle de la Grande Europe. Et nous espérons que ces thématiques seront prises en compte parce que, comme on le sait tous, on est dans l'Académie du climat. L'ennemi, c'est en fait les évolutions, les changements dramatiques qui vont se poursuivre et qui vont affecter toutes les populations. Et donc, il faudrait orienter l'attention des êtres humains vers ces problématiques-là, plutôt que de se faire la guerre, je pourrais dire. Mais c'est une longue problématique. Alors, le Conseil d'Europe a adopté cette convention en l'an 2000. Et voilà un petit peu l'historique. Il y a eu des travaux, comme je vous le disais, sur ces thématiques environnementales depuis les années 60. La charte de l'eau date de 1960, donc vous voyez que c'est une longue histoire. Il y a eu des travaux sur le sol, sur l'aménagement du territoire, sur la nature, sur la culture, et petit à petit, toutes ces idées ont mûri. Et il y a eu, je ne vais pas faire toute la longue historique, mais il y a eu cette convention qui a été élaborée et entrée en vigueur en 2004. Et en juillet dernier, cette convention est à présent ouverte à des États non européens qui souhaiteraient se joindre à ce cercle d'États. Alors, il y a effectivement 40 États qui ont ratifié la convention. Vous voyez cette liste. D'autres États, nous espérons, viendront un jour ou l'autre. Et la convention, donc, dit que d'autres États peuvent se joindre à ces États qui veulent promouvoir une sorte de nouvelle vision des territoires, une vision des territoires qui soit une vision fonctionnelle, mais pas uniquement une vision où les aspirations des êtres humains, en fait, qui vivent sur ces territoires, donc c'est un exercice de démocratie, puissent se manifester, c'est-à-dire que ce ne sont pas des territoires, des paysages imposés, mais ce sont des paysages partagés qui sont faits par les habitants qui y vivent finalement. Et pendant longtemps, nous n'avions pas besoin d'une convention sur les paysages, je pourrais dire même, parce que le paysage se faisait tout seul, c'était le résultat d'une production sociale, d'une vie en quelque sorte, c'est la manière de vivre, le paysage reflète une manière de vivre, et on peut dire qu'une société déshumanisée produit des paysages déshumanisés, des paysages parfois quittes, des paysages qui sont les mêmes partout, qui sont dupliqués, et cela n'est pas souhaitable parce que chaque paysage a sa propre identité et on ne peut pas reproduire des modèles de paysages sur tous les territoires. Il y a lorsque j'ai commencé à travailler pour cette convention, une présentation montrait des places où il y avait la même fontaine, les mêmes bancs, les mêmes arbres, et ce n'est pas cela le paysage. Le paysage, c'est de prendre racine dans l'histoire même de chaque quartier, de chaque territoire et de chaque spécificité. Alors voilà, l'idée c'est de traiter de ces grandes évolutions, de promouvoir cette harmonie, c'est très intéressant de voir que ce mot figure dans la Convention, et de s'orienter vers la qualité et la diversité. Alors, il y a plusieurs concepts dans le préambule de la Convention qui s'orientent autour de ce qu'on appelle nous-mêmes les 4 piliers du développement durable, qui sont l'environnement d'abord, parce que sans environnement, il n'y a pas de vie, mais également l'aspect culturel, enfin social d'abord peut-être, culturel et économique, parce que le paysage crée des emplois, et ce ne sont pas forcément des emplois mauvais, entre guillemets, à court terme, mais ce sont des métiers, des savoir-faire. Et lorsque l'on voit, par exemple, tous les métiers liés au patrimoine, on voit qu'il y a beaucoup de connaissances très fines qui nécessitent des savoir-faire spécifiques, et il est important de les promouvoir et de les préserver. Alors, l'idée, c'est que ce paysage, effectivement, permette l'épanouissement des êtres humains, non pas comme des petits robots, je peux dire, mais comme un paysage source d'inspiration qui permet à l'être humain de rêver, de s'approprier certains de ses territoires et de se différencier par rapport au territoire où il vit.
Alors, on parle de bien-être. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de développer tous ces concepts, mais il y a la notion de droit et la notion de responsabilité, c'est-à-dire que chacun a sa part de responsabilité en matière de paysage. Alors, voilà une petite fleur qui a été faite pour montrer tous les liens qu'il y a entre tous ces concepts. Le paysage est un mot très court, très simple, mais qui a beaucoup de liens entre toutes ces idées. Alors, le champ d'application, maintenant, de cette convention, ce n'est pas à quoi on pense d'habitude dans la rue, lorsqu'on dit qu'est-ce que c'est que le paysage, c'est le paysage rural ou de nature avec une petite cabane, un pommier, un cours d'eau, etc. Non, c'est aussi le paysage urbain et périurbain. Et effectivement, lorsque l'on sort d'un bâtiment, on est dans un paysage. On voit des façades, des perspectives, des vues, des places. On est immergé dans un paysage. Et cela est très important. Et comme le disait Bernard Lassus, il y a des paysages où l'on se sent bien et des paysages où on se sent mal. Et effectivement, cela est un problème important. Et il convient de tenir compte de ce facteur humain et de cette sensibilité de l'être humain dans le quartier où il vit. Effectivement, si l'être humain n'est pas heureux là où il vit, soit il part, soit il a envie de prendre quelques jours de vacances par an pour aller très loin. Et cela n'est pas souhaitable, je peux dire. Il faut passer le plus longtemps possible dans des lieux de qualité. Alors, la Convention indique que toute forme de paysage conditionne la vie des êtres humains. C'est pour ça que peut-être vous me posiez la question, quel est le lien avec le Conseil d'Europe? Le Conseil d'Europe, c'est l'Organisation des droits de l'homme. Et donc, c'est un droit de vivre dans des paysages de qualité. Et donc, les termes sont définis. La notion de paysage, comme vous m'aviez posé la question, c'est une partie de territoire. Effectivement, on fait abstraction en quelque sorte de délimitation administrative, mais on s'attache à prendre soin d'une partie de territoire. Lorsque je parlais des arrondissements de Paris, chaque quartier a son propre paysage en quelque sorte. Et la perception par les populations. Donc, les populations perçoivent le paysage et le perçoivent, bien entendu, d'abord avec la vue, c'est ce qui semble le plus évident, mais il y a la perception par les autres sens de l'être humain. Et cela figure dans une recommandation du Comité des ministres qui interprète cette convention, qui parle du paysage, ce que l'on entend par l'ouïe, par le goût même, olfactif, le paysage tactile, les couloirs de vent, etc. Le climat, l'Académie du climat, tout cela fait partie du paysage. Et il y a le paysage mental, comment on est affecté ou l'on est inspiré par le paysage. Cela est une dimension essentielle pour que l'être humain puisse vivre, se régénérer, on peut dire, dans des paysages de qualité. Il y a quelques années, nous avions fait une revue et un des poèmes ou des textes de l'Estonie disait « Des êtres humains qui vivent dans un paysage dégradé deviennent pauvres et sans vie. Et des êtres humains qui vivent dans des paysages de qualité sont régénérés, en quelque sorte, je résume, par le lieu dans lequel ils évoluent. » Et donc, il y a les deux aspects, facteurs naturels et humains. Alors, c'est très difficile de dissocier les deux. J'ai travaillé quelques années pour une convention sur la protection de la nature et maintenant, malheureusement, on peut dire c'est très rare de voir des espaces ou des lieux complètement naturels. On est dans l'ère de l'anthropocène, comme on dit, et donc la plupart des paysages sont à la fois naturels et culturels. Est-ce que si l'on parle d'un zoo ou d'un jardin botanique, on est dans un paysage naturel? Non, c'est un paysage créé par l'être humain. Donc, comment jouer avec tout cela? C'est pour cela que cette convention propose de surpasser cette division pour prendre en compte ce qui est peut-être plus intéressant, c'est l'interrelation qu'il y a entre les deux. Effectivement,
juste les pierres de nos monuments, c'est la nature en quelque sorte. Tout est contrôlé, même dans les parcs naturels, enfin, les mouvements des espèces animales, etc. Donc voilà, enfin, c'est un long débat, mais c'est cette interrelation qui est intéressante à prendre en considération. Alors, tout en gardant bien entendu la spécificité des disciplines. Chaque discipline doit être préservée et chaque discipline a sa propre richesse et profondeur, je pourrais dire, parce qu'il ne s'agit pas de diluer les compétences, mais au contraire de les partager. Alors, politique du paysage, c'est la responsabilité des pouvoirs publics d'orienter ces évolutions. Il y a la responsabilité de définir des objectifs de qualité paysagère et de promouvoir cette protection, cette gestion et l'aménagement des paysages lorsqu'ils sont détériorés ou détruits ou lorsqu'on peut restaurer certains paysages. Alors, la Convention propose aux États d'incorporer dans leur législation certaines mesures. D'abord, la reconnaissance du paysage, c'est ce qui s'est fait en France avec la loi, la définition de politique du paysage, des procédures de participation du public, ce que vous proposez avec cet atlas de paysage qui se met en place, et l'intégration de cette thématique dans les politiques, quelles qu'elles soient. Donc le paysage, c'est l'aménagement du territoire et l'urbanisme en premier lieu. C'est aussi les politiques culturelles, c'est aussi l'environnement, c'est aussi l'agriculture, le social et l'économique, et les autres politiques. Alors, on a traité, par exemple, les années passées, de la publicité, des infrastructures. Tout cela, c'est aussi le paysage. Donc, et de plus en plus, il y a des pays qui adoptent des stratégies nationales qui incorporent la thématique du paysage dans toutes ces disciplines. Il y a une recommandation du comité des ministres sur l'intégration du paysage dans les politiques sectorielles, qui sont parfois pas des sectorielles, comme l'aménagement du territoire et l'urbanisme, qui couvrent en fait tout le territoire. Alors, les mesures complémentaires, c'est bien entendu la sensibilisation, la formation, l'éducation, l'identification, la qualification et la formulation d'objectifs de qualité paysagère. Alors, les atlas, c'est l'identification et la qualification. Et les atlas répondent en fait à cette partie de la Convention qui dit qu'il y a lieu de mobiliser les acteurs concernés en vue d'une meilleure connaissance des paysages et guider les travaux d'identification et de qualification des paysages par des échanges d'expériences, de méthodologies organisés par les parties. Alors, le Conseil d'Europe a organisé effectivement dans le passé et continue des réunions où les différents pays partagent leurs méthodes. Alors, en France, il y a les atlas de paysages et la France est un des pays pionniers, je peux dire, en ce domaine. Il y a eu des personnes de très grande qualité. Nous avons un représentant ici qui est collaborateur d'Yves Luginbull qui a développé les atlas de paysages. Ce travail s'est fait dans le passé pendant de nombreuses années et sert de socle à tout ce travail avec de nombreuses équipes du ministère de l'Environnement de l'époque et avec les plans de paysage également. Et donc, tout ce travail a été développé et il y a d'autres pays, comme au Royaume-Uni, où ils appellent, cette méthodologie s'appelle Landscape Character Assessment. Il y a d'autres pays ou régions qui développent des catalogues de paysages. Donc, la méthodologie est libre, mais tous les pays développent cette méthode et on voit même qu'en France, par exemple, la méthode évolue. Donc, il n'y a pas de méthode intangible et la méthode pourrait être adapté aux spécificités également de chaque territoire. Alors, il y a des échanges internationaux, comme je le disais, et le travail consiste à suivre le travail et d'adopter des recommandations pour orienter les politiques publiques. Et vous avez une liste de textes adoptés par le comité des ministres du Conseil de l'Europe, donc qui s'adresse non pas uniquement aux ministères en charge de la Convention, qui sont soit les ministères en général de l'environnement, de la culture, de l'agriculture ou de l'intérieur, mais également à l'ensemble des pouvoirs publics qui doivent
respecter en quelque sorte ou s'inspirer de l'ensemble de ces textes. Alors vous voyez les derniers textes très importants, un très important qui s'intitule « Urbanisme et paysage ». Et là, la ville de Paris pourrait consulter ce document. Et également un dernier qui s'appelle « Responsabilité des acteurs pour un développement durable et harmonieux », qui vise à ce que les acteurs du territoire puissent adopter des chartes d'engagement participatif, en quelque sorte, pour veiller à soigner leur propre paysage dans l'optique des objectifs du développement durable qui sont adoptés au niveau des Nations Unies, et cela pour créer un dynamisme dans les territoires et une synergie. Et un petit rêve, ça serait que dans chaque quartier, il y ait un petit observateur du paysage qui rassemble la mémoire historique des lieux pour impliquer les habitants d'un quartier sur l'histoire de leur lieu de vie. D'autres textes comme les approches intégrées, la pierre sèche également qui est important, etc. Alors, je vais pas. Il y a des textes plus détaillés sur les études d'impact, les ressources, les prix, etc. Je ne peux pas détailler tout cela. Des textes européens également qui se réfèrent à cette convention, comme la directive du Parlement européen et du Conseil de 2014, qui se réfère à la Convention européenne du paysage, qui s'appelle maintenant Convention du Conseil d'Europe sur le paysage, puisqu'elle est ouverte à des États non européens. Alors, il y a un observatoire également de la Convention, il y a les rapports nationaux qui peuvent être téléchargés en ligne, en temps réel, et puis il y a les régions également qui remplissent ce questionnaire, et ces documents sont consultables, non pas uniquement pour savoir ce qu'il y a ou critiquer, mais également pour s'inspirer en adaptant à sa problématique ce qui se fait dans différents pays. Juste pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans tous ces pays, malgré le confinement, il y a eu beaucoup d'évolutions. Vous voyez, en Espagne, en Arménie, en Lettonie, en Croatie, en Roumanie, tous les pays travaillent sur cette thématique. C'est ça qui est très impressionnant. C'est un thème qui fédère, qui donne envie de travailler, parce que c'est un thème enthousiasmant, je peux dire. Et il y a beaucoup d'évolutions dans toute l'Europe sur cette thématique du paysage. Et cela est vraiment cela fait plaisir de voir cette prise en compte de ces notions. Alors, une plateforme sur le site également qui regroupe ces travaux, et puis des réunions. Et depuis le début, il y a eu cette prise en compte de cette notion d'identification et de qualification des paysages, puisque c'est une partie importante de connaître les territoires. C'est vrai qu'on va sur la Lune, mais on ne connaît pas notre lieu de vie. Donc, comment connaître notre lieu de vie et regarder où nous habitons? Donc, c'est cette idée qui a été promue. Vous voyez toutes ces thématiques d'aménagement du territoire. En 2005, déjà, des paysages pour les villes, les banlieues, les espaces périurbains. C'était pour montrer que la Convention, ce n'était pas uniquement la campagne, bien que ça soit aussi la campagne, mais c'est aussi les villes, les trottoirs, les façades, les parcs, les continuités internes, la société, les objectifs de qualité, les forces déterminantes. Une réunion spécifique, ça a été sur l'identification et qualification des paysages, un exercice de démocratie, sur les méthodologies européennes, la question de l'économie, des politiques, de la démocratie locale, de la citoyenneté, des politiques sectorielles et plus récemment des politiques du paysage. Alors, il y a des publications également, je vous présente juste le lien qui existe et elles sont disponibles sur le site. Voilà la revue dont je vous parlais sur les poésies ou les textes sur le paysage et la littérature qui montrent ce sentiment commun de l'être humain qui aspire à un cadre de vie de qualité et qui parfois a un sentiment de désespérance et de fatalité qui se dit bon, on ne peut rien faire. Mais la Convention propose justement de faire quelque chose. Ces thématiques également traitées et celui-ci, espace public et paysage, l'échelle humaine. Et c'est cela qui montre que le paysage n'est pas une addition de chiffres, de statistiques, etc., mais c'est vraiment l'échelle de l'être humain où il vit, l'échelle de l'être humain adulte, mais aussi d'un enfant,
de bébés qui sont dans un quartier, où est-ce qu'ils peuvent aller se promener, se ressourcer, etc., à proximité de leur lieu de vie. Cette personne qui part avec sa chaise, et le prix, juste pour vous dire qu'il y a un prix qui permet de collecter en quelque sorte de bonnes expériences qui est sur le site. Il y a 100 projets qui ont été identifiés au niveau international à présent. Et vous voyez, le premier lauréat, c'était le parc de la Deule, où il n'y avait rien. Et puis il y a eu un parc qui a été construit de toutes pièces, avec des arbres, etc., où les personnes peuvent se ressourcer. Le parc de Cristina Enea, Carbonia, la ville de Carbonia en Italie, des méthodes d'éducation, la route paysagère des plaines de l'Escaut, un petit village à Chypre, en France le port aux cerises, la base régionale de plein air des ports aux cerises, le manifeste pour le paysage des Pays-Bas, encore un parc mais il y a des projets il n'y a pas que des parcs précisément, il y a des lieux comme à Bruxelles où il y a des patrimoines historiques qui ont été préservés en lisière de la ville de Bruxelles, entouré de grands immeubles, je peux dire, on ne dirait pas que c'est la ville de Chypre également, Agios, Kuldiga, qui a fait l'objet de toute une opération de restauration, cela en Lettonie, les coteaux de la citadelle de Liège, le couloir vert et bleu près d'Oslo, comment parler de paysages à des enfants dans des villes industrielles et polluées, je peux ajouter, recréer des paysages dans des espaces détruits, des méthodologies, faisons-le, let's do it. Comment nettoyer des lieux et comment mettre la main à la pâte pour enlever des déchets qui sont dans des quartiers et comment chaque citoyen peut se baisser et ramasser quelque chose en quelque sorte. C'est très intéressant ces expériences. La Finlande, la France, Chypre, la Lituanie, Luxembourg, c'est dans une ville, la Serbie, la Serbie a créé aussi une sorte de méthode de paysage pour les villes, comme il y a un atlas de paysage pour les villes. L'Italie, et ça c'est dans un paysage urbain, je peux dire, on n'a pas l'impression, etc. Je ne veux pas... Ah, ça c'est très joli aussi, je ne peux pas voir. Le parc d'Okuma, c'était un lieu qui devait faire l'objet de construction de tours, d'immeubles, etc., qui a été préservé pour la population, pour faire un lieu de détente et de relaxation. Les paysages parlent, un parc en Roumanie, en Suisse, et juste pour terminer, la Journée internationale du paysage, et dire pour terminer qu'il y a beaucoup d'effervescence autour de ce thème, parce que c'est un thème qui plaît, en fait, qui donne un peu d'espoir. Et donc que c'est très important pour Paris, je ne sais pas parce que je suis française, mais c'est une responsabilité immense de faire cet atlas, et c'est une chance, et je pourrais dire vive l'atlas des paysages parisiens, et ça sera un travail historique, je pense, pour le futur. Merci.